Ils ont relevé le défi de l'Alia. Studio Kalita vous raconte leur histoire. Alia Story, c'est vous, c'est nous. Et oui, Nalia Story, nouvelle histoire, celle de Moshe Cohen ici présent. Bonjour Moshe. Shalom. Bienvenue. On est très content de te recevoir. Alors, c'est difficile de résumer une vie, on va dire. On va commencer par ce que tu as fait de plus récent, d'accord ? Parce que tu viens de revenir en Israël il y a 7 ans. Et tu t'es lancé dans une aventure artistique, on va dire. Si l'on veut. Ouais, on peut dire ça comme ça, puisque tu écris des livres aujourd'hui. Oui, Baruch Hashem, oui. Des livres, on les voit derrière nous, d'ailleurs, des livres pour enfants. Oui. Il y a déjà un certain moment que j'écris. Mais je ne me sentais pas assez mûr pour essayer de publier. Donc, en rentrant en Israël, il y a 7 ans, je me suis décidé, c'est le moment de commencer de publier. Non, pas seulement de publier, disons de prévoir la publication, avant de publier, de prévoir. Et j'ai eu la chance d'avoir fait la formation pour guide touristique, qui m'a incité ultérieurement à écrire, disons, des textes que je prévoyais en tant que bande dessinée. Ouais. Sur des épisodes, on va dire d'Israël, sur des personnages d'Israël. Sur des personnages, sur des épisodes plutôt, bien sûr, qui comprennent les personnages aussi. Et disons, j'ai commencé à me renseigner à combien ça reviendrait de faire une bande dessinée. Une bande dessinée, ça coûte très cher. Ça coûte très cher. Donc comme j'avais déjà des textes, on va dire, qui convenaient plutôt pour enfants, j'ai dit, je vais commencer par ce qui est petit, et peut-être, avec l'aide de Dieu, j'arriverai plus tard à publier des bandes dessinées. Ouais. Alors, ça, c'est ton actualité, on va dire, directe, mais bon, pour ceux qui te connaissent de France, tu étais assez actif dans la vie communautaire française, et pourtant, à la base, tu es arrivé en Israël il y a très longtemps, en 1956. Exactement. Ma famille qui comprenait mon père et ma mère, Zichrono Livracha, et les frères et sœurs, nous étions 9 frères et sœurs. Et donc, mes parents ont décidé de faire l'Alliance en 1956, un peu avant même, mais ça s'est réalisé en 1956, septembre. Vous venez du Maroc. Du Maroc. Juste avant la guerre du Sinaï. Et disons, je tiens à dire que quand nous sommes arrivés, bien sûr le pays n'est pas celui que nous connaissons aujourd'hui, c'était un petit pays qui était entouré d'ennemis qui essayaient que de le liquider, mais qui avait les forces aussi pour liquider simplement. Baruch Hashem, les chefs du pays de l'époque, je suis très reconnaissant envers eux, bien que je fais pas partie de leur mouvance, mais très reconnaissant du fait que, quand nous sommes arrivés, le pays était très, très, très pauvre. On nous a dirigés directement à Ashkelon, et puis il n'y avait pas de travail. Il n'y avait pas de travail. Et je m'en souviens très bien, mon père, Zichrono Livracha, quand il travaillait 2 ou 3 jours par mois, il était le plus heureux du monde. Et on n'a jamais crevé de faim. Avec tous les problèmes qu'il y avait, Baruch Hashem, je veux dire... ça devait pas être facile quand même, parce que vous étiez une famille nombreuse. Ça ne devait pas être facile, mais ce qu'il faut dire, c'est que le début était difficile. D'abord, nous habitions dans ce qu'on appelle la Ma'abara. Ma'abara, c'était des baraques. Des baraques... pas modernes, bien sûr, des baraquements, on va dire. Et puis, il faut dire aussi que ceux qui étaient arrivés avant nous, c'était l'Aliyah de l'Afrique du Nord, ceux qui étaient arrivés avant nous, les Irakiens surtout, eux, ils ont vécu dans des tentes. Et au fur et à mesure, la vie s'améliorait, Baruch Hashem, et disons, les problèmes disparaissaient au fur et à mesure, et chacun a fait sa vie, les enfants, chacun a sa carrière, etc. etc. Donc c'est pour dire que ce que je disais toujours à des amis en France, je leur disais, écoutez, mettez-vous donc bien dans la tête
quand vous arriverez en Israël, personne ne vous attend avec un tapis rouge. Ça sera très difficile les premières années, on ne sait pas combien d'années. Ça peut être 1 an, ça peut être 2 ans, ça peut être 3 ans, ça peut être plus. Mais une fois dépassé le cap de ces années de difficulté, à ce moment-là, vous verrez que tout s'arrange. Tout s'arrange, c'est bien. C'est des paroles très optimistes. Alors pourtant, après cette année de 1956, les années ont passé jusqu'en 1978. Vous êtes marié et vous êtes reparti. Exactement. Je m'étais marié avec une parti, tout simplement. En France que vous ne connaissiez pas. Exactement. Ouais. Et je m'étais marié avec une Française, donc, dont les parents habitaient près de Marseille. Et c'est comme ça que je suis arrivé à Marseille. Et entre nous, un aveu, j'étais très content d'arriver à Marseille et pas à Paris. Ouais. Du point de vue de l'ambiance qui ressemblait plutôt à celle d'Israël. Ouais, un pays, c'était la Méditerranée, on va dire. C'était l'ambiance chaleureuse. Voilà. Et nous n'avions pas l'intention de rester longtemps, mais c'était on sait très bien que les jeunes Israéliens, après le service militaire, sortent un peu pour s'aérer à l'extérieur. Bon, il s'est passé que, malheureusement... Ça a duré beaucoup plus longtemps que prévu. Alors, vous n'avez pas quand même chômé en France, que vous étiez prof d'hébreu dans le public? D'abord dans les Ulpanim. Oui, mais après, vous avez après, grâce à Dieu, j'ai passé des concours, j'ai réussi les concours et j'étais dans le public. Et puis, vous étiez quand même actif du point de vue communautaire. Exactement. Et disons que ce que j'ai fait en France, je l'avais déjà commencé en Israël, travailler avec la jeunesse. Ici, avant de partir, j'ai travaillé pendant 10 ans en tant qu'animateur dans un centre de jeunesse à Tel Aviv, et puis après en tant que directeur. Donc en réalité, j'ai continué mon activité ici, en France. Vous travaillez dans les mouvements de jeunesse, et les centres notamment aérés. Les centres aérés. Voilà, vous avez fait plein de choses. Je crois que vous étiez très actif au sein du DEJ, on peut le dire. Voilà, on les salue s'ils nous écoutent. Et puis, vous avez profité de cette expérience, vous avez mélangé un peu tout. Vous avez écrit des méthodes d'hébreu pour apprendre l'hébreu. Pourquoi vous avez fait ça? Bonne question. Je vais essayer de répondre. Parce que vous y avez consacré beaucoup de temps. Oui, je vais essayer de répondre. D'abord, je parlerai d'abord du deuxième livre, le livre de grammaire que j'ai écrit en français pour les francophones. C'est grâce à un ami, un élève qui était ami et qui m'a poussé à écrire ce livre. Je n'avais pas l'intention du tout. Et finalement, j'ai dit pourquoi pas. Et c'est comme ça que je suis arrivé à écrire le livre de grammaire. Alors, le premier livre, je l'ai écrit, c'est une méthode pour l'apprentissage d'hébreu. Disons, j'ai trouvé le livre Ivrit Arshav, que vous sans doute connaissez. Oui, tout le monde connaît. Voilà. Ivrit Arshav, c'était le fameux manuel de base pour apprendre l'hébreu lorsqu'on est en France, notamment. J'ai trouvé, du point de vue de la marche du livre, de la tactique du livre, je l'ai trouvé très intéressant et j'ai un peu copié cette marche du livre. Mais disons, ce qui me manquait dans ce livre, c'était plutôt le côté juif, le côté tradition juive. Et c'est pourquoi j'ai décidé d'écrire une méthode en mettant l'accent sur la tradition juive. Ok, et israélienne. Tout en apprenant l'hébreu. Exactement, bien sûr. C'est un livre pour apprendre, pour étudier l'hébreu. Disons, déjà, bien sûr, je l'ai utilisé dans mes cours à moi, dans mes cours en Ulpan et à l'école. Et puis après, en plus, j'en ai vendu. Pas tous les livres sont vendus, d'ailleurs. Voilà. Ouais, donc c'est quelque chose, on voit là, derrière vous les images de votre nouveau livre pour enfants, c'est quelque chose qui vous tient à cœur d'écrire, de publier, voilà, et donc c'était sympa d'en reparler. Ce que je voulais vous dire, c'est que vous avez bien connu donc la jeunesse juive de France. Vous avez bien connu la jeunesse israélienne. Vous avez séjourné en dehors d'Israël pendant de nombreuses années. Exactement. Alors, qu'est-ce qui vous a motivé à revenir, même si c'est peut-être quelque chose que vous aviez en vous depuis très longtemps, et comment vous vous sentiez en France ces dernières années? Alors, déjà, il faut dire que j'avais pas l'intention de m'installer en France. Ouais. Et parfois, le provisoire devient permanent. Exactement. Malheureusement, il est arrivé des choses dans ma vie qui ont fait que je suis resté plus longtemps que je pensais au départ. Et
disons que de manière générale, ma vie en France s'est bien écoulée. Et dans les écoles publiques où j'avais enseigné, au Hachem, je veux dire, il n'y avait pas de problème. Bon, il y avait une bonne ambiance. Et puis, en dehors des écoles publiques, bien sûr, j'enseignais dans des... Mais qu'est-ce qui vous a motivé à revenir ? L'idée que je suis toujours c'était israélien. Le moment, quoi. Et c'était le moment. L'idée que je suis toujours israélien et que j'avais cherché depuis longtemps à rentrer dans mon pays. Et finalement, ça a duré. Fait. Ça a duré. Finalement, je l'ai fait. L'ambiance a beaucoup changé pour vous en France. Vous n'avez pas répondu à ma question. Lorsque vous étiez il y a 7 ans que vous êtes là. Donc, exactement. Oui. Je n'ai pas répondu à cette question parce que je crois que c'est clair pour tout le monde que l'ambiance a changé, c'est sûr et certain. Disons, l'ambiance, c'est surtout... Alors, il faut dire que j'avais une voiture, mais comment dire, j'utilisais beaucoup les transports publics communs. Et je pense que mes yeux étaient ouverts de voir ce qui se passait dans la rue, dans les métros, dans les bus. Et au fur et à mesure, je remarquais que l'ambiance se dégradait. Mais encore une fois, je redis, de toute manière, j'avais l'intention. Comme ci ou comme ça. J'avais l'intention de rentrer. Revenu. Voilà. Alors, quand vous êtes revenu, vous avez fait quoi avant d'écrire des livres ? Vous avez repris l'enseignement ? Oui, étant donné qu'on me connaissait, des amis qui me connaissaient de Marseille, et ils m'ont demandé ce que je voulais encore enseigner dans des structures pour jeunes, disons après bac surtout. Et comme j'aime beaucoup l'hébreu, comme j'aime enseigner l'hébreu, j'ai décidé d'enseigner. Finalement, il faut dire que j'ai eu un échec là-dessus parce que pour moi, c'était plus la même ambiance que j'avais en France. Donc, les élèves sont moins disciplinés en Israël ? Disons, non, c'est pas exactement ça. Disons que c'est pas question de discipline, c'est question d'ambiance. La majeure partie des élèves, même quand ils venaient, même si c'était pour préparer leur avenir ici, pour eux, c'était un peu rester dans les vacances. Et je suis fait d'une manière que j'aime arriver à mes objectifs. Et si je n'arrive pas, je ne me sens pas bien. Donc, vous avez dit, donc j'ai renoncé. Après 3 ans et demi d'enseignement ici, j'ai renoncé à l'enseignement de l'hébreu. Je me suis dit, bon, c'est plus... Et vous êtes consacré à vos livres. Et vous vous êtes consacré à vos livres. Ah oui, à mes livres. Et je ne sais pas, je crois que vous ne l'avez pas dit, mais ce qui m'a aidé beaucoup, c'était le fait que j'avais passé une formation pour être guide touristique. Oui, vous l'avez dit tout à l'heure. Ouais, je l'avais dit. Ouais, vous l'avez dit. Et puis ça vous a donné des idées de faire peut-être des BD, bref, de mettre en scène vos personnages. Alors c'est dur même si on est israélien et qu'on veut éditer à compte d'auteur ces livres, c'est difficile, c'est possible, parce qu'il y en a plein sûrement qui nous écoutent. Exactement. Et qui ont peut-être des livres dans les tiroirs. Premièrement, c'est difficile, mais c'est faisable. C'est faisable. Il faut savoir que pour un nouveau qui soit jeune ou moins jeune, ça n'a aucune importance. Un nouveau, il faut qu'il investisse des sommes de son propre, exactement. Et pour pouvoir, on va dire, percer le C'est-à-dire que, marché. Voilà, pour se faire connaître, il vaut mieux investir soi-même, publier soi-même ses livres. Non, pas au départ, pas publier soi-même. Alors comment ? Investir pour la maquette, pour la fabrication du livre ? Pour la fabrication du livre, je me suis adressé à un éditeur, à une maison d'édition. Qui a accepté de le faire, mais c'est l'auteur qui paye le coût total du livre. D'accord, donc vous trouvez un éditeur, mais c'est vous qui payez l'éditeur. Il faut dire que grâce à Dieu, ici, il y a beaucoup de maisons d'édition qui font ça. Donc en réalité, si l'on veut, il y a la difficulté du choix. Dans quelle maison d'édition Mais c'est rigolo, ça pourrait paraître, lorsqu'on vient de loin, d'entendre ça, d'aller payer l'éditeur pour pouvoir publier son livre, c'est étrange. Il ne faut pas oublier une chose, c'est que d'abord, le juif, c'est quelqu'un qui aime publier, premièrement. Il faut savoir qu'en Israël, on publie énormément de livres. Énormément de livres. Tous les jours, c'est peut-être des centaines de livres qu'on publie. Et ça, d'ailleurs, mon éditrice, quand j'étais dans son bureau, en même temps, elle publiait 50 livres. Donc, pour dire que, bon, c'est normal.
Baruch Hashem, il y a beaucoup Il faut juste comprendre comment ça se passe, comment ça fonctionne. Donc, après, une fois que ces livres sont publiés, ça vous donne la place, la possibilité de vous faire mieux connaître et d'en publier d'autres, j'imagine. Oui, exactement. Voilà, et voilà, comme vous avez dit tout à l'heure, je pense, comme ça coûte très cher, je pense me lancer dans une édition personnelle, en tant qu'indépendant. Ouais. Et bien que c'est pas facile, bien sûr. C'est pas facile, mais en tout cas, on a compris qu'en Israël, si on ne fait pas les choses par soi-même, ça n'arrive jamais. Mais après, ça marche, paraît-il. On vous le souhaite. Bon, voilà. Alors, si ces images que nous voyons derrière de vos livres pour enfants, il y en a 2 qui sont sortis. Voilà, Ima Ktana, Ima Gdola, c'est ce qu'on voit à l'écran. Eh bien, on peut les acheter un peu partout. On vous souhaite bonne chance pour votre nouvelle aventure professionnelle, voilà. Et bienvenue parmi nous, on peut encore le dire. Allez, ça fait moins de 10 ans que vous êtes revenu, on le dit. Merci beaucoup, Moshe Cohen. Et à très bientôt. Il faut dire que cette ambiance que nous avions actuellement, c'est qu'on se connaissait auparavant. Eh ben voilà, on se connaît, on ne savait pas qu'on allait se retrouver comme ça, mais c'est toujours très agréable. Voilà, c'est des retrouvailles derrière le micro, c'est sympa aussi. Merci Moshe, au revoir. Au revoir. Au revoir. Ils ont relevé le défi de l'Alia. Studio Kalita vous raconte leur histoire. Alia Story, c'est vous, c'est nous.